moi, c'est pour ça. Bien, alors, vous savez pourquoi vous êtes là? Pour écouter une vieille dame qui a vécu une période que je vous souhaite de ne jamais connaître. Ça, je l'espère. Et ce que je vais vous demander, souvent, on m'applaudit, je ne suis pas d'accord. Parce que si quelqu'un doit applaudir, c'est moi. Pourquoi? Parce que dès que vous aurez fini de m'écouter, on compte sur vous. Les camarades qui sont la chose comme moi d'avoir survécu, celles qui malheureusement n'ont pas eu ma chance et qui sont restées là-bas, c'est que vous devenez des témoins. Et c'est à vous, quand moi j'aurai terminé de parler, que je serai parti, c'est vous qui avez sur les épaules le devoir d'en parler autour de vous. Alors, aujourd'hui, demain, quand vous serez mariés, quand vous aurez des enfants, quand vous aurez des petits-enfants, vous êtes, je ne vais pas dire obligés, mais j'espère que vous leur parlerez de cette période où un homme nommé Hitler haïssait tellement la communauté dont je faisais partie que 6 millions de personnes en sont mortes. Alors attention, attention, la haine, vous voyez où ça peut mener. Et j'espère que vous l'aurez compris quand vous m'aurez écouté. Attention, on n'a pas le droit d'haïr quelqu'un parce qu'il n'est pas comme vous, parce qu'il n'a pas les mêmes opinions que vous, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau que vous. On n'a pas le droit de le haïr. Il a le droit de vivre. Vous n'êtes pas mieux que lui, il n'est pas mieux que vous. Il est simplement un être humain et on s'accorde. Voilà. C'est ce que j'espère que vous aurez tiré de cette période, ce petit moment où vous êtes avec moi. Alors, je vous ai déjà dit, Hitler détestait, haïssait ma communauté. Ma communauté, c'était les Juifs. Alors, il y a plein de choses qui se disent là-dessus. Où est la réalité? Pourquoi que cette haine? On n'en sait rien. Mais moi, on m'a cité 2 cas qui pourraient être plausibles. Un, il adorait son grand-père, et puis son grand-père, d'un seul coup, naturellement son grand-père est mort, et ça il ne se rendait pas compte, il était petit, alors, et puis il le laisse tomber, alors ça y est, il n'aime plus les juifs parce que son grand-père était juif et puis qu'il ne le voit plus. Et aussi, il avait une nounou qui était juive, elle aussi, c'est pareil, il l'adore, il est petit, et puis il a 3 ans ou 4 ans, fini, la nounou, elle l'a abandonné. Alors, là encore, une cause, la nounou était juive, elle l'a abandonné, alors il n'est pas juif. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tous les cas, il les déteste. Il les déteste au point qu'il veut tuer tous les juifs d'Europe. Il gagne la guerre, eh bien, il pense qu'il va pouvoir mettre ses idées à l'exécution. Alors, il va tuer tous les juifs. Jeune homme devant, vous avez des bousons, c'est vrai. Vous me regardez. Comment vous me trouvez? Non, ne me dites pas que je suis belle, je sais. Non. Est-ce que vous me trouvez? Est-ce que j'ai un genre humain ou est-ce que je suis un peu un zombie? D'après vous? Humain. La demoiselle, vous là, oui. Vous voyez? Non, vous êtes en train de tourner la tête, vous avez un pullover bleu, je ne vois pas très bien. Il y a un pullover blanc et à côté, vous êtes à côté. Bon, elle ne voit pas, c'est fait. Il va falloir que j'aie une grande baguette. Non, là, vous êtes devant. Le plus bleu? Alors, elle a blanc, à côté, il y a une personne qui a un pullover bleu. Oui, Marie-Léna. Vous, comment vous me voyez? Mais humaine. Voilà, humaine. Hein. Eh bien oui, moi aussi, je me trouve tout à fait comme tout le monde. Eh bien non,
je ne suis pas pour Hitler, je ne suis pas comme tout le monde, puisque je suis juive. Alors, il déteste les juifs, il veut tuer tous les juifs d'Europe, mais vous me l'avez dit, vous m'avez trouvé normal, il m'a trouvé normal, et moi aussi je suis normal. Donc, comment va-t-il reconnaître que quelqu'un est juif ou ne l'est pas? Ils vont certainement se trouver ensemble, ils vont discuter, et ils vont nous obliger à aller dans les... Alors, moi, j'habitais Paris. Je ne sais pas en province où est-ce qu'ils allaient. J'habite Paris, on doit aller dans les commissariats de quartier pour se faire recenser. Ça veut dire qu'on va aller donner nos adresses, nos noms, et ça s'appelle ça, c'est le recensement. Et par contre, en sortant de ce bureau de commissariat, sur nos cartes d'identité, on aura un gros tampon marqué « Juif ». Où est ta carte d'identité, toi? Bon, la troisième, là, à partir de la gauche. Oui, Oui, Maïlis, il faut que tu montres ta carte Il d'identité. faudra un grand bateau. oui, c'est ça. Bon, alors, toi, où est ta carte d'identité? Chez moi. Chez elle. Chez elle. Chez elle. Ah, Toi, jeune homme. non, pas. Oui. Où est ta carte d'identité? Chez moi aussi. Chez toi aussi. Eh bien, si vous aviez été à mon époque, vos cartes d'identité ne seraient pas chez vous. À tout bout de champ, on était contrôlés et il fallait montrer nos papiers. Donc, sur ma carte d'identité, il y a un gros tampon marqué juif. Vous avez dit que les cartes d'identité sont dans les poches, sont dans un portefeuille. On ne le voit pas. Hitler veut que tout le monde voit que l'on est juif, tous les juifs tout au moins, hein. Et il veut nous humilier. Donc, nos cartes, non seulement on aura un tampon juif sur nos cartes d'identité, mais la carte d'identité, comme elle est dans la poche, comme elle est dans le portefeuille, personne ne la voit. Alors, il va nous obliger à mettre sur nos vêtements, pourquoi le côté gauche, ma foi, j'en sais rien, mais une étoile en tissu jaune bordée de noir. À l'intérieur de cette étoile, il y a marqué juif. Et cette étoile est cousue sur nos vêtements, sur le côté gauche, et tout le monde doit voir qu'on est juif. Bon, on voit qu'on est juif, mais ça c'est trop simple. Non, il va y avoir d'autres brimades. C'est du fait que tout le monde voit qu'on est juif, en même temps, c'est accompagné de lois qui vont nous interdire beaucoup de choses. Les juifs n'ont pas le droit d'être en contact avec les personnes qui ne le sont pas. Une personne qui n'est pas juive, on les appelle des Ariens. Pas le droit d'être en contact avec eux. Ça veut dire qu'il y a plein de métiers qui vont être interdits aux juifs. Médecins, chirurgiens, les artistes, les commerçants, plus le droit de travailler. Mon père a un petit atelier. Il travaille, il a 3-4 ouvrières, elles ne sont pas juives. Il n'a plus le droit d'être dans son atelier. J'ai 2 sœurs qui font les marchés, elles sont derrière leur étalage, elles vendent à qui veut acheter. Eh bien, elles n'ont plus le droit d'être derrière leur étalage. Donc, il va y avoir des personnes qui vont remplacer les juifs qui n'ont plus le droit de travailler. Ces personnes, j'ai toujours un trou, pas toujours, mais là je l'ai. Je ne me rappelle plus comment. Peut-être que quelqu'un pourra le dire pour moi, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Bon, il y avait des personnes qui remplaçaient les juifs qui n'avaient pas le droit de travailler. Alors, comment ces personnes, est-ce que c'est quelqu'un qui disait, toi, tu vas remplacer les juifs? Est-ce que cette personne allait s'inscrire quelque part en disant, moi ça m'intéresse, je veux prendre la place des juifs? Je n'en sais rien, je ne sais pas. En attendant, mon père n'a plus le droit de travailler,
mes sœurs n'ont plus le droit de travailler, Ginette, elle pourrait s'inquiéter. Comment l'argent va rentrer dans la maison? Non, Ginette, elle ne s'inquiète pas parce qu'elle est jeune, elle ne se rend pas compte. Mais elle voit qu'une chose, chouette. Avant, je ne voyais jamais mon père ou mes sœurs au petit déjeuner. Chacun partait à une heure différente. Au déjeuner, je ne les voyais pas non plus parce que chacun déjeunait sur le lieu où il travaillait. On ne se voyait que le soir. Et maintenant, on est tout le temps ensemble. Moi, je suis contente. Mes sœurs ne peuvent plus travailler. Ben, Ginette, elle est contente. Elle va pouvoir se promener avec ses sœurs. Avant, elle ne se promenait pas avec ses sœurs. Et bien maintenant, je vais me promener avec mes sœurs. Donc moi, je suis contente, je ne me rends pas compte. On va travailler, on va rester comme ça. Alors, les Juifs n'avaient pas le droit de faire leurs courses avant 3 heures de l'après-midi. Vous avez des arrière-grands-parents, vous avez les grands-parents sont trop jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas connu cette période-là. En tous les cas, s'ils l'ont connu, si vous avez des arrière-grands-parents, oh, ils ne connaissent rien du tout, ils ne savent pas ce que c'est qu'Internet, ils ne savent pas se servir de nos téléphones, oh, ils sont cloches. Ben non, parce qu'ils ne connaissent pas tout ça, mais vous ne connaissez pas ce qu'ils ont vécu. Interrogez-les et vous verrez, ils vous diront, mais nous, on manquait de tout, il fallait faire la queue partout pour avoir ci, pour avoir ça. Et en effet, vous n'aviez pas de grande surface comme maintenant, c'était des petits épiciers de quartier. L'épicière de quartier les prévenait. Maintenant, un petit magasin, il y en a quand même encore quelques petits. Bon, elle a besoin de beurre, elle va aller chez son grossiste, elle va acheter du beurre, elle ne va pas prendre du lait, elle ne va pas prendre de la crème fraîche, elle a besoin que de beurre. Eh bien, avant, c'était pas comme ça. On leur allouait un colis, encore très contente quand ils avaient ce colis, ils ne savaient même pas ce qu'il y avait dedans. Mais ils étaient contents de pouvoir dire à leurs clients, vous savez, demain j'ai une répartition de marchandises, et bien demain, elle ouvrait à 9h du matin, et bien à partir de 5h du matin, les gens déjà commençaient à faire la queue pour avoir quelque chose. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient acheter, mais à 5h du matin, ils étaient déjà là. Et bien les Juifs, ils avaient le droit de venir à 3h de l'après-midi. Mais il n'y avait plus rien. Donc les Juifs se contentaient de ce qui était... alors on appelait ça des ersatz, c'était des produits de remplacement. Je ne me rappelle pas de grand-chose, parce que j'étais jeune et que je ne m'occupais pas de tout ça, mais ce que je me rappelle, c'est que la confiture, par exemple, on avait une espèce de produit, quand on mettait une petite cuillère dedans, il y avait des kilomètres de caoutchouc qui défilaient avant de le mettre dans la bouche. Je ne sais même pas avec quoi c'était fait. Donc on a vécu comme ça. Comme ma mère, chez nous, nous étions une famille nombreuse, mon père voulait absolument un garçon. Mais chaque fois que ma maman attendait un bébé, c'était que des filles. Alors elle a eu 6 filles. Moi, je suis la petite dernière des filles. Et enfin, après moi, un garçon, 7 ans après moi, un garçon va naître et il reste vivant. Et c'était mon petit frère. Alors on s'est arrêté à 7 enfants. On va vivre avec ces difficultés jusqu'en 42. Alors on avait quand même le droit de faire des études, mais jusqu'au bac. Après le bac, les facultés étaient interdites aux Juifs. Je n'ai pas été jusqu'au bac. Donc, si j'en ai quand même 2 bacs, mais ils sont dans ma cuisine. On va vivre avec les interdits. Mes sœurs ne travaillent plus, mon père ne travaille plus, Ginette, elle ne s'inquiète pas comment l'argent va rentrer, et on va vivre comme ça jusqu'en 42. Un soir, en 42, un monsieur vient à la maison. À l'époque, on ouvre à tout le monde. Maintenant, on n'ouvre pas à tout le monde. À certaines heures
le soir, quelqu'un sonne à la porte, on n'ouvre pas, hein, on regarde. Il y a des petits trous, peut-être pas en province, mais à Paris, oui. On regarde par la porte, on ne connaît pas, on n'ouvre pas. Et là, à l'époque, on ouvrait à tout le monde. Ce monsieur arrive à la maison, montre ses papiers à mon père, et il travaille à la préfecture de police, et il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Mon père est inquiet, la préfecture, ça lui fait peur. Donc ce monsieur le rassure, non, vous êtes en règle, vous allez bien, vous êtes juif et vous êtes bien. Hein, non, on vous dénonce. Vous êtes dénoncé parce que vous êtes communiste, et même communiste actif. Je ne savais pas que mon père était communiste. Mais par contre, on partageait l'appartement avec ma sœur aînée et son mari. Et eux, oui, avaient beaucoup de relations. Alors moi, je les prenais pour des résistants, parce que des gens arrivaient très tard le soir, repartaient très tôt le matin. Il y en a qui arrivaient et puis ils ne bougeaient pas pendant une journée ou deux. Ça m'intriguait, mais je leur demandais rien. Mais dans ma petite tête, je pensais que mon père, mon frère, ma sœur aînée et son mari étaient résistants. Ils étaient résistants, c'est vrai, mais ils étaient communistes. Et parmi les communistes, il y avait beaucoup de résistants. Et c'est pour ça que les nazis avaient peur des communistes. Alors, comme ils en avaient peur, pourquoi? Parce que parmi les communistes, il y avait des résistants. Qui dit résistant dit sabotage, et puis qui dit aussi propagande. Donc, quand ils pouvaient arrêter les communistes, vous pensez bien qu'ils n'étaient pas les derniers à le faire. Donc, ce monsieur nous prévient, vous êtes juif et communiste, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que vous allez être surveillés de très près, et il nous conseille, il conseille à mon père, plutôt à ma mère, de quitter la zone occupée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la France a été coupée en deux. Quand les nazis ont été victorieux, la France a été coupée en deux. Il y avait la zone occupée et la zone libre. La frontière, c'était la Loire. Qu'est-ce que c'est que ça? En somme, zone occupée, zone libre, c'est comme deux pays étrangers. Comment, toi là, oui, comment on fait quand on va d'un pays à un autre, d'après toi? On passe la frontière en avion, en train. Peut-être que s'il y avait quelqu'un assis à côté de moi, ou s'il passe debout, c'est quand même pénible, et qui me traduise, je suis très, très, très sourde. Voilà. Alors, Antonin a dit, on traverse la frontière en train, en avion. Et d'après toi, tu ne crois pas que tu montres des papiers? Ah ouais, exactement. Ça, c'est primordial. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit? On avait sur nos... Hello, on ne parle pas. C'est à moi qu'il doit parler, parce que je lui ai posé une question. Et normalement, on doit montrer ses papiers. Vous vous rappelez que sur nos papiers, qu'est-ce qu'on a sur nos papiers? Un tampon avec marqué juif. Voilà. Bravo, merci. Vous êtes bien. Ça va. Donc, eh bien, normalement, ce tampon juif nous empêche de bouger. Quand on s'est fait recenser à un endroit, on n'a pas le droit de le quitter. Si on le quitte, il faudra demander des autorisations spéciales. Donc, on n'a pas le droit de quitter la zone occupée pour aller en zone libre. On n'a pas le droit, on va le prendre. Et pour le prendre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déchirer ces fameuses cartes, on va les déchirer ou on va les brûler et on va en faire d'autres. Ces autres papiers sont faux. Mais ça,
quand on va les acheter, alors comme on est communiste, ça a été très facile de trouver des faussaires qui vont nous faire des faux papiers. Normalement, ces faux papiers doivent être vrais pour passer la ligne de démarcation. Alors, est-ce que pour nous, ces papiers, on les a achetés, on pense qu'ils sont bien limités. Mais il n'y a que les professionnels qui peuvent savoir ça. Donc, on ne peut pas passer d'une façon officielle la ligne de démarcation. Parce qu'un professionnel va peut-être dire « Ah non, le papier, c'est pas la carte d'identité, la vraie carte d'identité. Et la couleur, c'est pas tout à fait la couleur. » Donc, on va passer la ligne de démarcation, mais d'une façon frauduleuse. Alors, tout le long de cette frontière, vous avez des personnes qui y habitent, et il y en a qui ont observé les allées et venues des patrouilles. Elles passent ici, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Eh bien, eux vont créer un nouveau métier, ils vont s'appeler des passeurs. Naturellement, ils ne le font pas gratuitement, mais c'est même très cher. Seulement, ils prennent de gros risques. Ils risquent de se faire arrêter. Donc, c'est un peu normal qu'ils prennent cher. Et nous, on est bien contents de les trouver parce que comment qu'on ferait pour aller en zone libre? Alors, si ces faussaires sont réguliers, on est content de les payer, mais malheureusement, quelquefois, il y en a qui sont tombés sur des brebis galeuses. Il y a toujours des gens, quelquefois, qui font des choses qu'ils ne devraient pas. Donc, ces brebis galeuses, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au lieu de laisser passer, d'aider leurs clients à passer la ligne de démarcation, et quelquefois, il est dénoncé. Alors, c'est quelquefois, quand il est dénoncé, il faut reconnaître aussi que ces messieurs qui étaient là pour surveiller avaient repéré quelqu'un qui faisait ce métier et il faisait du chantage. On ferme les yeux, on dit rien, mais toi, on passe à cela, tu vas nous donner ta clientèle. Donc beaucoup se sont fait arrêter parce qu'ils ont été dénoncés par leurs passeurs. Mon père ne veut pas qu'on passe tous ensemble, la famille est grande, il va nous partager en petits groupes, mais il y aura un point de ralliement. Chacun va passer par un autre endroit, mais on doit tous se retrouver à Aix-les-Bains. On va partir, on va passer chacun dans un coin, et on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé surtout, mais bien passé, pas pour tous. 2 groupes, aucun problème. Un groupe, c'est mon père, ma mère et une sœur qui est de santé fragile. Ils ont rendez-vous avec des cheminots à Lyon. Alors, ils vont prendre le train, ils vont se retrouver à Lyon. À Lyon, ils ont rendez-vous avec un monsieur, le passeur, qui doit les prendre à la descente du train. Ils arrivent à Lyon, ils descendent du train, tous les voyageurs sortent du train, prennent la sortie. 3 personnes sont restées sur le quai. 3 personnes qui n'avaient pas le droit d'y être. Ma mère, elle m'a toujours dit, on est resté longtemps à attendre. Ma sœur m'a dit, mais non, ça nous a semblé long, parce qu'on a eu très peur, mais en fin de compte, c'était pas très long. Et en effet, le passeur a eu un petit ennui, un petit contretemps, et au lieu d'arriver à l'heure précise où le train arrivait, il est arrivé un petit peu en retard. N'empêche qu'ils ont eu très 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 peur. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. On a rendez-vous, nous, à Angoulême, au buffet de la gare. On arrive à Angoulême, on descend du train, comme tout le monde, on va au buffet de la gare, il y a un petit peu de monde. Dès que le train qui nous a emmenés à Angoulême a quitté la gare, toutes les issues
du buffet de la gare sont surveillés. Gendarmes français, gendarmes allemands, plus le droit de bouger de ce buffet de la gare. Plus personne ne peut y entrer, plus personne ne peut en sortir, et on est tous emmenés à Angoulême pour vérification de papier. Est-ce que le passeur a été donné? Est-ce que c'est lui qui a donné ses clients? On n'en sait rien. On est tous maintenant en prison, tout de même dans les couloirs de la prison d'Angoulême. On attend notre tour pour être interrogé. Ça y est, on est dans le bureau, on est 3. On ne peut pas parler toutes les 3. Donc, moi je suis très jeune, c'est donc pas moi du tout qui vais parler. Mais par contre, c'est l'aîné des 3 qui va prendre la parole. Et la première question de ces messieurs qui nous interrogent: vous êtes juifs? Nous, juifs? Mais pas du tout. Si. Il n'y a que les juifs qui vont au livre. Peut-être qu'il n'y a que les juifs qui vont au livre, mais nous, on ne l'est pas. On avait quitté avec des faux papiers Paris, mais on avait les faux papiers, c'était avec un nom qui existait. Un monsieur ou une dame, je ne me rappelle même plus qui c'était, d'abord je ne me rappelle même pas du nom, nous avait prêté son nom, on avait fait des faux papiers, on avait des adresses, mais surtout, il nous avait parlé des églises où ils se faisaient baptiser, première communion, et leurs parents s'étaient mariés. On avait 3 adresses d'église. Quand ces messieurs nous arrêtent en disant « Vous êtes juifs ?» Pas du tout. Et alors pourquoi que vous allez parce qu'on avait appris d'autres leçons. Le premier mariage dans la famille, on a une cousine qui se marie, on veut y assister. Alors, vous n'avez qu'à vérifier. Vous avez des églises, vous voyez, les églises, ça ne change pas d'adresse. Alors, ils nous ont gardés quelques jours, je ne sais pas combien de temps. 3 jours, 4 jours, une petite semaine. Et est-ce qu'ils ont vérifié? Est-ce qu'ils n'ont pas vérifié? Mais au bout de ce temps-là, ils nous ont convoqués. Oui, on a vérifié, vous êtes d'accord, on s'excuse, on vous arrête pour rien. Et bien, de toute façon, rien qu'à votre comportement, on aurait dû voir qu'on n'était pas juif. Parce que les juifs sont comme ci, les juifs sont... Oh là là, on en a entendu, mais naturellement qu'on les laissait parler. Et nous, ils nous ont relâchés. Alors, on va repartir, mais on va passer par un autre endroit, Chalon-sur-Saône, où là, aucun problème, on va se retrouver à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ce n'est pas le but final. Aix-les-Bains, c'était pour se retrouver toute la famille. Alors maintenant, l'endroit où on va aller, c'est Avignon. Ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle leur avait demandé de nous trouver quelque chose pour héberger toute la famille. Ils nous avaient trouvé quelque chose, non pas à Avignon même, mais en banlieue d'Avignon, à Montfavet. Un monsieur, il a une grosse propriété, il va nous louer tout son premier étage. On va y rester 3 mois. Pendant ces 3 mois, il faut qu'on gagne de l'argent. Papa a un petit peu d'argent, mais on n'est pas en vacances. Donc, j'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Moi, j'ai fait 1 an d'école commerciale. J'ai jamais travaillé, mais j'ai quand même un petit diplôme. Toutes les 3, on cherche du travail à Avignon. C'est pas une ville industrielle, Avignon. Il n'y a rien. Mais par contre, on nous indique qu'une grosse affaire de Paris, au début de la guerre, en 1939, est venue s'installer à côté d'Avignon, à Vedette. Peut-être que là, vous avez une chance. On y va, le chef du personnel nous reçoit. Oh mes sœurs, mais mesdemoiselles, n'attendez pas lundi pour commencer à travailler. Demain, vous venez du personnel qualifié, mais vous vous rendez pas compte, mais commencez tout de suite. Mais vous, mademoiselle, c'est-à-dire moi, vous êtes débutante, vous n'avez jamais travaillé.
Ben, on a les nôtres, on n'a pas besoin de vous. Et peut-être que ce chef du personnel se doutait de quelque chose, ou peut-être qu'il était brave homme. Il me voyait faire peut-être même que j'avais la larme à l'œil, ce que je sais, je sais pas. Moi, je ne me rappelle plus. Oh, on va vous garder quand même. On trouvera bien à vous placer quelque part. Ça y est, il y en a 3 qui vont travailler. J'ai 2 sœurs qui faisaient les marchés à Paris. Papa se renseigne à Avignon, à droite, à gauche. Est-ce que vous croyez que? Est-ce qu'on peut? Mais oui, naturellement. Mais par contre, il faut des autorisations. Ensuite, quand vous aurez l'autorisation, il faut du matériel. Et puis surtout, ce qu'il vous faut aussi, c'est de la marchandise. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Tous les jours de la gare d'Avignon partent des cars qui amènent les forains. Tous les jours, il y a une autre destination. Papa va prendre le matériel, papa va prendre la marchandise, et mes sœurs vont faire les marchés. On fait ça jusqu'en 44. Le 13, déjà en 43. En 43, la France est complètement occupée. Ça fait que cette grosse boîte de Paris qui s'était repliée sur Avignon n'a plus de raison d'y rester. Elle remonte sur Paris, elle veut bien emmener son personnel. Si nous, on veut la suivre, on peut y aller. Mais nous, on ne peut pas les suivre. On ne peut pas revenir sur Paris. Donc, on va rester à Avignon. Et on ne cherche même pas du travail On a eu du mal en 42 à trouver quelque chose. C'est pas en 43 qu'on en trouvera plus facilement. Et puis, j'ai un beau-frère qui avait déjà commencé à faire les marchés. Donc, l'aînée des 3 qui travaillait dans les bureaux, elle va retrouver son mari. Et nous, les 2 autres, les plus jeunes, le maire d'Avignon nous a procuré des places sur les remparts d'Avignon. Alors, tous les jours, on déballait le matin, c'était toute la journée, on rentrait le soir avec les invendus, on aurait même pu travailler le dimanche, mais le dimanche, on ne travaillait pas, mais c'était tous les jours comme ça, très agréable. Maintenant, on est le 13 mars 44, justement, on est sur les remparts d'Avignon, on est encore en hiver, mais c'est la première journée ensoleillée, mais un soleil qui commence à chauffer. C'est l'heure du repas. Habituellement, quand je suis qu'avec ma sœur, celle qui est partie la veille déjeuner la première, et bien le lendemain, elle part la seconde. Là, on est 3. Une cousine est venue nous rendre visite. Donc, comment qu'on va faire? C'est toi la première, c'est toi, c'est moi, on tire au sort. On tire au sort et c'est Ginette qui doit partir la première. Mais Ginette, elle est rondouillarde. Ginette, elle veut faire du régime, elle n'a jamais assez de volonté. Et bien là, toutes les conditions sont là, très bonnes, pour qu'elle reste sans manger. Le soleil, je ne vais pas avoir de clients qui vont me déranger parce que c'est la creuse, je vais pouvoir bouquiner, formidable, extra. Alors que c'est moi qui vais partir la première, eh bien, ma sœur et ma cousine vont partir déjeuner. Moi, je ne déjeune pas aujourd'hui. Elles reviennent au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, en me vantant la qualité du repas. Oh, t'as tort, Ginette, il y a ci, il y a ça. Ah, Ginette, elle est grosse mangeuse, Ginette, elle aime bien manger. Eh bien, le régime, elle le recule. On fera demain. Et je vais à la maison déjeuner. On n'est pas loin des remparts, 1/4 d'heure à pied peut-être. J'arrive à la maison, j'ouvre la porte, 3 messieurs sont là. Il y en a un sur la droite, il est habillé normalement, il n'y a rien qui me choque en lui, je ne l'ai vu que de dos, de profil, je n'ai pas entendu sa voix, qu'est-ce qu'il est, je n'en sais rien. Mais par contre, sur sa gauche, là c'est pas pareil. Il y a 2 messieurs qui sont là, avec manteau de cuir et chapeau de cuir, et ça, c'est même pas la peine de demander qui ils sont.
la Gestapo, même en pleine canicule, ne quitte jamais ce manteau, c'est leur uniforme, manteau de cuir et chapeau de cuir. Et ça, ils font tellement peur à tout le monde que même en pleine canicule, ils regardent ce manteau et ce chapeau. Donc, devant eux, il y a mon père. Il avait 61 ans. Il y a mon neveu, 14 ans. Mon frère, 12 ans. Les enfants, à l'époque, ceux qui n'étaient pas très loin de leur établissement scolaire, rentraient déjeuner. Il n'y avait pas de cantine. Donc, ils rentraient déjeuner chez eux. Et ceux qui étaient loin, eh bien, ils emmenaient leur casse-croûte ou leur gamelle. Mon frère, mon neveu, l'école n'est pas très loin, ils sont venus déjeuner. Ils ne sont jamais retournés dans leur établissement scolaire. La Gestapo est là. Moi, je m'amène le bec enflammé. Qui a prononcé le mot juif? Est-ce que c'est papa qui m'a dit on a été dénoncé, on vient nous arrêter parce qu'on est juif? Est-ce que c'est la Gestapo qui a dit on vient vous arrêter, vous êtes juif? Mais moi, quand j'entends le mot juif, vous vous rappelez, quand on a passé la ligne de démarcation, on a dit aussi vous êtes juif. Et qu'est-ce qu'on a dit? Mais non. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont relâchés. Alors moi, je pense que là, ça va être pareil. Ah non, là, ce n'est pas pareil. Là, il y a 3 personnes du sexe masculin. Et la Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Ils vont emmener papa, mon petit frère, mon neveu, dans la cuisine. Ils vont les faire déculotter, ils sont circoncis, ça veut dire que celui qui vous a dénoncé, ou celle qui vous a dénoncé, avait raison. Ils auraient été, une seule personne aurait été circoncis. On pouvait discuter, mais non, pas du tout. C'est parce qu'il y a eu une infection, parce que, et puis il a fallu pratiquer cette petite opération. Mais là, 3, ils sont quand même pas si bêtes que ça. Aussitôt, ils nous ont jetés dans une traction avant qui était devant la porte. Moi, je ne les ai pas vus, peut-être parce qu'elles n'étaient pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ces tractions avant? Eh bien, les tractions avant, c'était le moyen de locomotion de la Gestapo. Mais même si je les avais vus, je n'aurais pas pensé que c'était pour nous. Donc, ils vont nous jeter dans cette première traction avant, mais j'ai le temps de voir derrière cette traction avant une autre traction. Et dans cette autre traction, il y a un jeune homme. Où est-ce qu'il y a une jeune fille par là? Une jeune fille devant moi, qui serait capable de lever la main. Où est-ce qu'elle est, la jeune fille? Là, vous êtes le pull-over blanc, vous êtes une jeune fille? Julie. Ben alors, je crois que vous êtes une jeune fille, oui. Alors, un jeune homme passe devant vous. Vous m'écoutez? Oui. Alors, un jeune homme passe devant vous. Il vous regarde. Il vous fait des sourires. Et puis le lendemain, vous le revoyez. Puis le surlendemain, vous le revoyez encore. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Allez, Julie, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, ce que Vas-y. tu penses, vas-y, vraiment. Vas-y, n'aie pas peur. Non, si vous ne répondez pas, c'est pas grave. Ah, si. C'est pas une. Est-ce que quelqu'un, une jeune fille, peut me répondre? Je sais. Allez-y. Qui m'aime bien. Enfin. Ben, voilà. Bon, qui m'aime bien, il ne faut peut-être pas exagérer. Hein. Mais nous, en tous les cas, on est 3 jeunes filles. Il y a un jeune homme qui passe depuis 2-3 jours et il nous regarde et il fait des sourires. Nous, on dit, on a fait un ticket. On a un ticket ou on a une touche. À l'époque, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Quand on se fait draguer, on dit quoi? On dit quoi? Allez. Bon, elle ne sait pas parce qu'on ne la drague jamais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand un jeune homme vous regarde et il vous fait des sourires? Allez. Mais elles ne se font pas draguer, les filles. Mais je sais pas ce qui se Moi, passe, je ne viendrai jamais dans votre ville si on ne me drague pas. Bon, elles sont. C'est pas grave. Dans le temps. Alors, tu vas le dire, toi, tu es courageuse, bravo. Vas-y. Ah, Il veut me pécho. Ah, pécho.
Bon, alors nous, on disait, on a fait une touche où on a un ticket. Alors, comme on était 3, on pense qu'on... Et moi, quand j'ai vu que celui qui nous arrêtait était parmi la Gestapo, qu'est-ce que j'en ai conclu? Eh bien, que ma sœur et ma cousine allaient être arrêtées aussi. Ça fait que j'ai toujours cru, du jour où j'étais arrêtée, que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées. Le camp de Birkenau est tellement grand, ça je ne le savais pas, hein, je l'ai appris qu'après, qu'on peut avoir sa mère d'un côté, sa sœur dans un autre, sans savoir qu'elles sont là. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour des camarades. Donc, moi, je suis persuadée que ma sœur et ma cousine ont été arrêtées aussi. On est arrêtés, on est le 13 mars 1944, on va coucher dans la prison à Avignon. Le lendemain matin, on va nous réveiller, vous ne restez pas là. Il y a un cas à la prison d'Avignon qui est là, plein de personnes juives qui ont été arrêtées parce qu'elles avaient fait du marché noir, parce qu'elles avaient été prises comme otages, parce que comme nous, elles avaient été dénoncées. On est emmenés en prison à Marseille. Là, je suis séparée de mon père, de mon frère, de mon neveu. Je vais être dans une salle commune avec des jeunes, alors que j'ai appris quand on s'est retrouvés que mon père, mon frère et mon neveu étaient dans des cellules. On va y rester en prison à Marseille du 14 mars jusqu'à fin mars. Fin mars, c'est le départ pour Paris. Mais ce n'est pas une surprise. Tous les Juifs savaient que s'ils étaient arrêtés, c'était pour aller dans un camp de travail. Mais qu'avant d'aller dans ce camp de travail, on passait un petit moment dans un endroit qui s'appelait Drancy. Donc, on est arrêté, on fait de la prison à Marseille, on va aller à Paris. Là, dans le train qui nous amène de Marseille à Paris, on est dans des wagons, on n'est pas mélangé avec les hommes, mais on est dans des wagons normaux. On va arriver à Paris, il y a un autobus qui nous attend, on va arriver à Drancy. À Drancy, c'était le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes vivent en famille sur leur lieu de travail. Et ils avaient commencé à construire les premiers gratte-ciel. Donc, quand Hitler est arrivé et qu'il a vu cet endroit, banlieue de Paris, mais vraiment ça touche Paris, et puis ces grands bâtiments qui ne sont pas terminés, il va y mettre des fenêtres, c'est ça qu'il va faire. Ça fait qu'on s'y est retrouvés, et là, il va commencer à y mettre les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre vont partir en Allemagne, et ce sont les premiers juifs qui vont y arriver. Ces salles, c'est pas terminé. Lui, Hitler a terminé en mettant que les fenêtres, c'est tout. Donc c'est du ciment partout. Ciment au plafond, ciment sur les murs, ciment au sol. C'est là qu'on va arriver. Les hommes, les femmes dans la cour de Drancy, tout le monde pouvait se promener dans la journée, on ne travaillait pas. Mais par contre, la nuit, même les vrais couples n'ont pas le droit d'être ensemble. Et puis le matin, on se retrouvait. Le premier jour, je suis avec mon père, on est toute la journée sans rien faire. C'est un peu long pour moi, je ne sais pas. Mon père, je ne suis pas très très libre avec lui, je ne sais pas trop quoi lui dire. Dans mes souvenirs, je ne vois pas mon frère ni mon neveu. J'ai appris pourquoi après. Donc, le lendemain, on demande des bénévoles. La journée m'a semblé tellement longue que je me présente comme bénévole et je suis à la corvée de bûche. Et là, tous les matins, je me retrouvais avec des jeunes de mon âge, et quand on est avec des jeunes, qu'est-ce qu'on fait? On blague, on chahute, on était là pour éplucher des légumes quand même, alors on travaille quand même, mais comme on est tous ensemble,
On connaît tous les mêmes chansons, il y a même des petits flirts qui se sont créés. Et l'après-midi, j'étais avec mon père. Et l'après-midi, avec mon père, c'était presque toujours la même chose. Je lui expliquais ce que moi, je pensais de ce qu'on allait faire de nous. On était arrêtés pour aller dans un camp de travail. Papa, tu ne pourras pas faire ce que je vais faire comme travail. Tu ne pourras pas faire ce que mon neveu, qui a 14 ans, fera comme travail. Tu es trop vieux. Nous, mon neveu et moi, on va pouvoir travailler pour moi, un travail dur, qu'est-ce que ça pouvait être? Moi, j'étais vendeuse ou dactylo. Alors, c'est pas dur ces travaux-là. Alors, pour moi, un travail dur, c'était de travailler dans les champs ou à l'usine. Mais pourquoi avoir peur? Il y a des gens qui travaillent toute leur vie en usine et dans les champs. Ils n'en meurent pas. C'est plus dur que ça. Mais toi, papa, tu es trop vieux. Tu ne pourras pas travailler en usine. Tu ne pourras pas travailler dans les champs. Mais quand tu étais jeune, tu nous racontais que tu savais fabriquer des pantalons. Dis-leur. Peut-être qu'il y a un atelier. Jamais mon père ne m'a dit « Mais Ginette, descends sur terre. Regarde. » Et je les voyais. Dans la cour de Drancy, il y avait des enfants de tous les âges qui se promenaient. Il y avait des personnes très, très âgées. Il y avait des mutilés de guerre. Il y avait des gens sur des chaises roulantes. Ginette, descends sur terre. T'as vu ce monsieur? T'as vu cette dame? T'as vu cet enfant? Tu crois qu'on l'a arrêté pour travailler? Mais non, moi j'ai peur. Il y a quelque chose qui se trame. Je ne sais pas quoi, mais on ne va pas travailler, c'est pas vrai. Il faut. Jamais il m'a dit quoi que ce soit comme ça. Ça fait que moi je le voyais, mais Ginette elle était trop dans ses nuages, donc j'allais travailler. Alors maintenant on est monté, on est le 12 avril, on nous a prévenu, demain ça y est, c'est le départ. Donc demain vous êtes le 13 avril au matin, vous êtes là avec vos bagages. Il y en a qui ont été arrêtés, on leur a dit prenez quelques vêtements, prenez des affaires de toilette. Nous, on a été pris sans rien. Alors, bon, vous êtes maintenant dans la cour de Drancy, 6 h du matin, tout le monde est là. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de hurlement. Un peu quand même de bousculade. Pourquoi? On s'est fait des amis à Drancy. Et il y a des autobus derrière la porte de Drancy. Ces autobus, peut-être qu'ils vont nous emmener dans les camps de travail. Donc, tant qu'à faire, on veut être dans l'autobus avec et la famille et les amis. Et moi, je suis contente, j'ai ma famille et les amis. Il y en a d'autres aussi, hein, mais les autres, je m'en fous, je ne les connais pas. Et maintenant, ces autobus vont nous emmener devant une gare. Pour moi, c'était la gare du Bourget. Et quand je suis revenue et qu'on m'a dit « non, vous êtes parti par la gare de Bobigny », je m'étais trompée. Donc, on est maintenant on est dans la gare, on est sur le quai de la gare, et sur le quai de la gare, il y a un train. Un train avec des wagons ouverts, mais vides. Il n'y a rien dans ces wagons. Je ne sais pas comment dire. Il y a 2 personnes qui sont côte à côte, une avec un poulet à gris et l'autre à côté. Bon, alors, ça y est, vous êtes dit. Julia et Carla. Alors, celle qui est en gris. Julia. Alors, devant toi, tu as un train avec des wagons ouverts. À quoi tu penses? C'est des trains pour des animaux. Que ce sont des trains pour des animaux. D'accord, c'est très juste, c'est ce que j'ai pensé. Quelquefois, il y en a qui me répondent plein de choses, mais en effet, un train ouvert, vide, c'est un train pour transporter la marchandise ou des animaux. Donc ce train-là, je pense qu'il va partir, et puis il va y avoir un train avec des voitures, des wagons, 3e classe. À l'époque, il y avait 3 classes. Donc nous, on est vraiment une famille nombreuse, on a toujours voyagé en 3e classe. Donc moi je pense que ce train qui est devant moi va partir parce que c'est un train de marchandises et il va arriver un train avec des wagons 3e classe. Eh bien non,
ce train, avec ses voitures, ses wagons vides, il est pour nous. On va nous pousser, il faut faire vite, il faut monter dans ces wagons. On a fait vite, comment qu'on a fait vite avec... Moi je suis jeune, j'ai pu sauter très facilement, mais ceux qui étaient plus vieux, comment ils ont fait? Est-ce qu'il y avait des rampes? Est-ce que... Je ne m'en souviens pas. En attendant, on est maintenant tous dans le wagon. On va, pas tous, hein, mais chacun, le groupe avec qui j'étais, on est dans le wagon. Les portes vont être verrouillées et c'est là qu'on découvre les lieux. Nous, on n'a pas de chance, on est dans l'obscurité. Pas totale, parce qu'il y a quand même des fenêtres sur le côté du wagon, mais ces fenêtres, il y a des volets. Et donc la lumière, l'air passe par le bas des volets. Et puis il y a les planches aussi qui sont mal soudées, donc il y a quand même un tout petit peu d'air, un tout petit peu. Il y a d'autres wagons où les gens étaient beaucoup plus chanceux. Ils avaient les fenêtres, et c'est vrai, étaient là, grillagées ou avec des barreaux, mais au moins elles ont vu le jour, elles ont vu la nuit. Nous, non. On va rester dans ce wagon, tout le monde répète 3 jours, 3 nuits, moi je répète aussi, mais j'avoue franchement, je ne me rappelle pas de la période de ce voyage. Par contre, je n'oublierai jamais l'arrivée. Le train s'arrête, les portes vont être déverrouillées, un moment tellement agréable, ça sentait très mauvais dans ce wagon. Et on était 60, 70, des gens qui ne se sont pas lavés pendant 3 jours, 3 nuits. Vous savez, il y avait une espèce de tinette pour faire ses besoins, mais la tinette, elle a été vite pleine. Comme on ne s'arrêtait pas, et bien elle ne se vidait pas. Donc ceux qui étaient assis à côté ne voulaient plus qu'on s'approche, ils recevaient des éclaboussures, ça ne leur plaisait pas. Donc quand tu ne peux pas te retenir, quand tu ne peux pas faire tes besoins, qu'est-ce que tu fais? Tu fais sur toi. Et bien, ça sentait très mauvais. Donc, ces portes qui sont ouvertes, ça a été un moment très agréable, qui a duré quelques secondes. Aussitôt, des personnes sont montées. Alors, des personnes, ou une personne, je ne m'en souviens pas non plus, monte dans le wagon et nous pousse, mais nous pousse parce qu'il faut faire vite. Alors que déjà, il y avait des mamans qui essayaient d'habiller leurs enfants, on essayait de récupérer les affaires. Non, on laisse tel que tout, il faut descendre. Et moi, je suis assise sur le sol du wagon, prête à sauter sur le quai. Et j'entends des hurlements, moi je ne comprends pas un mot d'allemand. Je demande à côté de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Il y en a qui comprennent et on me traduit. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui n'aiment pas marcher, le train s'est arrêté, mais ce n'est pas l'adresse du camp. Il va falloir marcher à travers champs, ça va être pénible, fatigant. Alors, ils ont mis à notre disposition des camions. Ben, moi j'entends ça. Gilbert, prenez le camion. Pour moi, papa était vieux. Et puis, mon petit frère s'était trouvé mal au début du voyage. Donc, qu'ils prennent. Eh bien, ils m'ont écouté. Ils m'ont écouté. Quand je me suis retournée pour leur faire un petit bisou, pour leur dire à tout à l'heure, ils étaient déjà plus là. Pas grave, sans arrêt, vous inquiétez pas. Bon, ben, je ne m'inquiète pas. Et maintenant, on est tous, et c'est la majorité, à vouloir marcher. Ils ont beau nous dire que ça sera dur, on s'en fout, on veut marcher, on veut prendre de l'air, on était enfermés, on était vraiment tellement ankylosés de ne pas pouvoir bouger les jambes et tout. On veut marcher. Alors on est mélangés, hommes, femmes, enfants, les ordres vont arriver, les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre, alors ça y est, on est séparés, et maintenant, de nouveau des ordres, vous vous mettez 5 par 5. Et 5 par 5, on doit passer devant ces messieurs. On va s'arrêter 1 minute, 2 minutes, je ne sais même pas, 3 minutes. Et ces messieurs, qui sont les commandants du camp, les médecins du camp, on l'apprend aussi, vont nous regarder et d'un geste,
toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Est-ce que c'est à droite qu'il fallait aller, est-ce que c'est à gauche, je m'en souviens pas. Mais je sais que avec mon petit groupe, je dis petit groupe, on a tous à peu près la même allure, assez jeunes, costauds, alors que de l'autre côté, mais ils sont 10 fois plus. Il y a des personnes il y a des personnes qui ont l'air d'être très malades, il y a des personnes très 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 vieilles, il y a des personnes qui ne peuvent même pas marcher, il y a des personnes handicapées. Tout ce monde-là est ensemble, et nous, le petit groupe qui paraissent jeunes et en bonne santé, on va nous faire marcher. Et c'est vrai, on marche, on est à travers champs, c'est pénible. À un moment donné, on est au milieu du trajet, on aperçoit des cheminées avec de la fumée. On ne peut pas dire exactement l'odeur que ça a, mais la fumée elle est claire et c'est une odeur un peu spéciale. Mais on n'a pas le temps tellement de se questionner. On va arriver dans le camp. Alors moi, je voyais un camp de travail avec quelques baraques, et puis pour coucher les employés, et puis l'usine. Donc quand je vois la fumée, les cheminées et l'odeur, voilà, ça c'est mon usine. Et maintenant, on est rentré dans le camp. Ah, mais c'est pas du tout ce que je pensais. À perte de vue des baraques, mais alors vraiment à perte de vue. Bon, c'est une grosse, un gros camp de travail, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup d'employés, mais ce qui me chiffonne, c'est les barbelés qui entourent ce camp de travail. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir des barbelés dans un camp de travail, et en plus, c'est que ces barbelés sont entrecoupés de miradors. Et dans ces miradors, vous avez des miradors tous les 10 mètres, 15 mètres, avec des soldats. Il y a 2 soldats mitraillettes dirigés à l'intérieur du camp. Et puis il y a d'autres genres de miradors, beaucoup plus éloignés les uns des autres. Et là, on aperçoit les silhouettes des messieurs, des hommes, en haut. Bon, je n'ai jamais été dans un camp de travail, c'est comme ça. Et maintenant, on est dans le camp de travail, on va nous diriger vers un bâtiment. Mais en nous dirigeant vers ce bâtiment, on va croiser des personnes bizarres, un drôle de regard. Elles sont, je ne sais pas expliquer leur aspect, mais elles ne sont pas normales. Et moi, je pense que dans ce camp de travail, il y a aussi un camp de personnes un petit peu anormales. Alors, elles ont l'air de travailler, mais c'est pour les occuper, c'est pour leur donner beaucoup. Et puis, on n'est pas là pour se faire des questions, il n'y aura pas de réponse. Maintenant, ça y est, on est dans le bâtiment. Ce bâtiment est partagé en plusieurs salles. On va nous pousser dans une salle, elle est complètement vide, mais parallèle à un mur, il y a des tables. 3-4 tables, ou 400 tables, je ne me souviens plus. Derrière ces tables, les femmes sont là, 2 par 2. Alors nous, on est devant, il faut qu'on se mette en rang. Pour se mettre en rang et que le rang plaise à ces messieurs qui nous commandent, il faut vraiment être patient. Ton pied est trop ici, ton pied est trop là. Enfin, on est rangé comme ils veulent. Et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. On a des manteaux, on a des vestes, on a des pullovers. Schnell. Donc, alors, on enlève. Schnell. Alors, on enlève. À un moment donné, on est tout en combinaison. On reste en combinaison. Eh bien non, il faut les enlever aussi. Bon, alors il faut rester en culotte et en soutien-gorge. Eh bien non, ils veulent la nudité totale. Où est-ce qu'elle est? Pas devant, avec ton pullover rayé. Oh, il y en a. C'est une fille. Oui. Mais les garçons, c'est pareil. Moi, j'ai demandé à des garçons, qu'est-ce que ça vous a fait? La même chose. Qu'est-ce que ça fait d'être nu? On va t'obliger à être nu. On n'est que des femmes. C'est gênant. C'est gênant.
Vous êtes tous gênés d'être. Il n'y en a aucun qui n'est pas gêné. Moi, j'ai une petite jeune fille qui m'avait répondu. Ah ben moi, je suis mal tombée. C'était la première qui me répondait. Ah ben moi, ça me ferait rien. Ben, ah bon, ça ne fait rien. Ah ben oui, nous, avec mes parents, on fait du nudisme. Ah ben, j'étais mal tombée. Là. Donc, moi, je sais que je suis nue devant des femmes que je ne connais pas. Non seulement je ne suis pas à l'aise, mais je suis malade de honte. J'ai deux mains. Je me cache les seins, je me cache le sexe, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Et puis, quelquefois, j'ouvre quand même les paupières et je m'aperçois, mais il y a des corps de femmes, mais c'est pas possible. Moi, j'ai jamais vu une poitrine comme ça, j'ai jamais vu un ventre comme ça. Mais vous ne savez pas ce que c'était. Maintenant, on voit des femmes nues. Maintenant, moi, je vais dans une salle de sport, je vois des femmes, on se déshabille, on prend la douche, on se balade nu, mais pas à mon époque. À mon époque, même dans une salle de sport, on ne prenait pas de douche. Non, on ne se voyait pas nu. Donc, pour la première fois, je vois des personnes nues qui ne sont pas comme moi. On n'est pas là pour regarder. Et vraiment, alors maintenant, vous imaginez le tableau, je suis nue, et maintenant, on va s'approcher des tables. Vous en avez deux qui sont là, une, elle a un registre devant elle. Alors, est-ce que c'est moi qui ai écrit parce qu'elle n'écrit pas le français, ou est-ce que c'est elle qui a écrit parce que, comme on n'est que des Françaises, ils ont pris des Français, je ne sais pas. Mais l'autre à côté, alors que je cachais mes seins, que je cachais mon sexe, elle prend mon bras, et sur mon bras, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Je ne sais pas, peut-être. Elle me bouge mes bijoux. Eh bien, elle me met un numéro. Moi, j'ai l'habitude de toujours dire un beau numéro. La personne qui m'a tatoué était très adroite. Vous voyez tous les chiffres. Mon numéro, c'est 78 599. Est-ce que je suis la 78 599? Je ne sais pas. À quoi correspond ce chiffre? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, tous les chiffres sont de la même grandeur, de la même couleur. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai des camarades qui ont des chiffres qui ont tout l'avant-bras. Des chiffres qui sont gros, des chiffres qui se baladent sur son bras. Il y en a d'autres, elles ont de la chance, parce qu'il n'y avait pas assez d'encre sur la plume. Donc, on voit que 2 ou 3 chiffres. Les autres, si on regarde de près, on voit des points, mais sinon, on voit que 3. Moi, on voit les 7 chiffres, mais vraiment très bien tatoués. Maintenant, on a été tatoués, on est toujours nus, on va nous emmener dans une autre salle. On va se retrouver, vous avez des femmes debout derrière un tabouret. On va s'asseoir à tour de rôle sur ce tabouret. Alors vous voyez le tableau, vous êtes assises, vous avez le groupe auquel vous appartenez qui est là autour de vous, vous vous êtes assises et vous avez une femme qui va vous enlever les poils du sexe. Vous savez, les nazis ont poussé leur haine en cherchant tout ce qui pouvait faire le plus de mal. Et je peux vous garantir qu'ils l'ont trouvé. C'était affreux d'être humiliés à ce point. Mais en fin de compte, ils ont été volés parce que l'humiliation dure un tout petit peu, puis après, on s'habitue. Donc, on est tatoués, on nous a enlevé les poils du sexe, on nous a enlevé les cheveux, les poils sous les bras, et maintenant, on nous parle de douche. Ah, ça va faire plaisir, la douche. Les cheveux, les poils, la saleté aussi. On a voyagé 3 jours, 3 nuits. Donc, c'est vraiment agréable, la douche. Alors, je suis toujours avec le même petit groupe. On nous amène à la douche. Vous avez des pommes de douche au plafond. On vous met 3-4 sous une pomme de douche. Vous êtes là, plantés, nus, sous la pomme de douche. Ginette est toujours honteuse. Je suis toujours là en train de me cacher. Et
on attend, pas d'eau. On ne nous a pas donné de savon non plus, mais il n'y a même pas d'eau. Ah, ça y est, elle commence à couler. Elle est brûlante. Tout le monde hurle. Aussitôt, elle est glacée. Tout le monde hurle. Et comme on est 4-5 sous une pomme de douche, on est un petit peu éclaboussé, mais pas mouillé. On nous chasse. Foutez le camp. Foutez le camp dans une autre pièce. Alors, qu'est-ce que tu... Je vais faire les demandes et les réponses. Ça ira plus vite. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche quand on sort de la douche? On cherche une serviette, normale. Donc, on est dans cette salle, on est là, où est-ce qu'elles sont les serviettes? Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas besoin. Les vitres de cette baraque, de cette salle, sont toutes cassées. Il y a des courants d'air. Ça sèche, les courants d'air. Alors maintenant, on est tous ensemble, on est tous passés à la douche, qui n'est pas une douche, et les gens commencent à parler. Il y en a qui ont interrogé les personnes qui les rasaient, les personnes qui les tatouaient. Elles parlaient la même langue qu'elles. Et alors, quand est-ce qu'on va voir les personnes qui sont montées sur les camions? Quand elles sont montées sur les camions, on nous a dit, vous les retrouverez tout à l'heure, vous inquiétez pas. Alors, maintenant, on est dans le camp, vous êtes là depuis longtemps, vous devez le savoir. Quand est-ce qu'on va les voir? Et ces femmes qui sont là, oui, depuis quelque temps, ont perdu toute notion elles savent plus ce que c'est que la pitié. Elles sont presque contentes de nous montrer la cheminée, la fumée, de sentir l'odeur. Vous ne les reverrez plus. Elles sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont là. Elles nous montrent la fumée. Ça, c'est l'usine. Mais non, Ginette, c'est pas l'usine. Elle nous explique que tous ceux qui étaient montés sur les camions volontairement ou on l'a obligé à monter, eh bien tous ceux-là n'ont pas mis un pied sur le sol du camp. On les a assassinés et maintenant c'est leur corps qui brûle. Personne n'a gobé cette histoire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais papa Gilbert était pas malade, et puis là, ce petit garçon qui voulait marcher avec sa mère, et que le commandant est venu tout de suite pour lui dire « Non, 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 madame, il faut qu'il monte sur le camion. » Mais il peut marcher, il a 12 ans, il sait. « Non, madame, il va marcher, il va être fatigué, il ne va pas suivre le rythme, alors vous voulez que votre fils arrive fatigué dans le camp, mais vous inquiétez pas, vous allez le retrouver. » Donc, alors, ce petit garçon, il serait parti en fumée, on l'aurait assassiné. Mais non, c'est pas vrai. Alors, on ne lui a pas cru sur le moment. Et puis après, la journée passe, tout le monde nous dit la même chose. Ceux qui ont des... Moi, je ne peux pas contrôler. Moi, j'ai que des garçons avec moi. Mais ceux qui avaient leur mère, leur grand-mère, leur tante, eh bien, elles n'ont jamais... On ne les a jamais revus. Ceux qui avaient des bébés, on leur avait dit, donnez-les aux personnes qui sont sur les camions, parce que vous êtes trop fatigués de marcher avec votre bébé sur les bras. Elles ne voulaient pas, mais elles ont été obligées de le faire. Eh bien, elles ne leur verront jamais leur bébé. On les a assassinés. Donc, on apprend tout ça, on l'apprend dans la journée, mais comment voulez-vous croire des choses pareilles? Mais non, c'est pas possible, on ne les a pas cru. Et puis, naturellement, le soir, on n'a jamais revu personne. Le lendemain matin non plus, ça voulait dire que c'était vrai. On est tout de suite prévenu. Alors maintenant, on a été malade. Alors, quand on a pris la douche, qui n'était pas une douche, alors on est passé pour vous habiller. Les habiller, vous avez des personnes qui étaient là avec des tas de vêtements devant elles, et nous, on est pas que devant elles, mais quand même assez éloignés, et elles nous jettent les vêtements, alors que je te jette une combinaison, soutien-gorge, il n'y en a pas, culotte, ça a toujours été très très longtemps
ça m'a toujours intrigué. Est-ce qu'on avait des culottes? Est-ce qu'on n'avait pas de culottes? Mais si on avait des culottes, comment qu'on a fait pour les laver? Comment qu'on a fait pour les faire? Non, eh ben, on n'avait pas de culottes. Donc, on nous jette simplement la combinaison et puis un pull vert ou une robe. Alors mais nous, les Juifs, on n'a pas ces fameux vêtements rayés. Parce que souvent, quand je pose la question, comment les déportés sont habillés, on me parle quelquefois de ces vêtements rayés. Non, les Juifs, on n'y a pas droit. Quand une Juive a un vêtement rayé sur elle, c'est parce qu'elle fait partie d'un travail dans le camp où elle est en contact avec les officiers ou les soldats allemands. Alors là, oui, elle va être habillée correctement avec des vêtements rayés. Mais sinon, les Juifs, on est habillés avec les vêtements que l'on trouvait dans les bagages que les Juifs amenaient avec eux. Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas, on n'avait pas le droit de sortir les bagages quand on est descendu des wagons. Ces bagages sont pris par un commando, c'est un groupe de travail qu'on appelle Canada. Pourquoi Canada? Ça donne une sensation de bien-être et de richesse. C'est le cas. Donc, ceux qui travaillent dans ce commando vont prendre les bagages qui sont dans les wagons et vont les trier. Ce qui est bien, parce que quand on a été arrêté, il y en a, ils ont pris ce qu'elles avaient de mieux chez elles, puis il y en a au contraire qui ont pris ce qu'elles avaient de plus moche chez elles. Donc il y a de tout dans les bagages qui arrivent. Eh bien les femmes qui sont chargées de trier ces vêtements, ce qui est bien va partir en Allemagne, et ce qui est moins bien, pour les Juifs, ça ira très très bien. Alors, on n'a pas d'affaires déchirées, non, mais des vêtements qui ont été portés, reportés, décolorés, sales, avec des taches de graisse, des taches de sang. Il y en a qui, les ourlets sont défaits. Pour les Juifs, tout ça, c'est très très bien. Et donc, c'était un petit peu le petit bonheur, la chance, qui pouvait être habillé un petit peu correctement, mais tu pouvais avoir n'importe quoi. Tu pouvais avoir des affaires 3 fois trop grandes, des affaires 3 fois trop petites. C'est entre nous, il fallait qu'on s'arrange. Et une fois qu'on était habillés, alors là maintenant, il fallait partir de cette salle pour aller ailleurs. Jusque-là, je ne vous ai jamais parlé des toilettes. Dans le wagon, je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y avait quand même une tinette, mais que comme la tinette se remplissait et qu'on ne pouvait pas la vider, eh bien, les gens qui étaient assis à côté n'acceptaient plus que l'on s'approche. Donc, il y en a qui ont fait sous eux, il y en a qui se sont retenus. Alors maintenant, on est dans le camp, on nous parle de nous emmener aux toilettes. Vous pensez bien que ça paraît vraiment très très agréable. Eh bien, les toilettes, comment on voit des toilettes? Des petites cabines isolées, vous êtes chacun dans votre coin et personne ne vous voit. Ah ben, c'est pas du tout pareil. On va rentrer dans une baraque, je suis à la porte de la baraque, et qu'est-ce qu'on voit? Des personnes qui ne sont pas encore sorties de cette baraque, elles sont là, côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins ensemble. Vous avez des centaines de femmes faisant leurs besoins ensemble. Et vous avez dans cette baraque quelqu'un qui les surveille. Elle les surveille, pourquoi? Parce que si par hasard, elle reste un peu trop longtemps assise, si par hasard, elle n'est pas assise, eh bien elle va arriver. Je me rappelle tout le monde doit sortir pour laisser la place aux autres. Les autres, ce sont nous. Il y en a quelques-unes qui sont restées en dernier, elles n'ont pas terminé. Il y en a une dans mon point de mire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle urinait dans ses mains et elle se dépassait sur les fesses. Et j'étais pas très loin, je voyais des taches. Oh, mais elle a eu droit à tous les mots d'oiseaux que je connaissais. Et à côté d'elle, ah ben non, c'est pas une statue, elle bouge, une femme. Je voyais les os de son bassin,
je voyais les vertèbres. Je me croyais dans une leçon de sciences naturelles où il y avait un mannequin devant moi. Mais non, mais là, c'était pas un mannequin. Elle bougeait. Et les explications de ces deux personnes, je les ai eues tout de suite. Cette personne qui était très, très, très maigre, on voyait les os de son bassin, on voyait, eh bien, elle risquait la mort. Elle risquait la mort parce que quand il y avait des contrôles, eh bien, une femme aussi maigre, les nazis savaient qu'elle ne pouvait pas travailler. Ou si elle travaillait mal. Eh bien, ils veulent bien nourrir les Juifs, à condition qu'elles travaillent comme il faut. Des femmes qui ne vont pas travailler comme il faut, on les tue et on ne les nourrit pas. Et comment on les tue? Eh bien, les chambres à gaz. Donc, des sélections, ça on ne le savait pas. Quand on a été sauvé de la première sélection, on croyait être sauvé, mais non, pas du tout. La sélection, tout le temps qu'on a été à Birkenau, la mort était sur nos têtes. Vous avez la personne qui urinait dans ses mains, que j'ai traitée de tous les noms, eh bien, elle essayait de se sauver la vie. Parce que quand il y avait une sélection, vous étiez nus et les nazis vous regardaient, l'apparence, ça va, elle n'est pas maigre, donc si elle n'est pas maigre, elle peut travailler, mais attention, il y a peut-être autre chose qui l'empêchera de travailler. Alors, ils nous faisaient tourner devant eux, oh là, elle a un abcès, elle a un bouton, un pas beau, mais elle peut pas, elle doit souffrir avec ça. Et donc, si elle souffre avec ce abcès, elle ne peut pas travailler comme il faut. Allez, chambre à gaz. Donc, le moindre bobo pouvait devenir une plaie affreuse et c'était la chambre à gaz. Donc, on apprenait que dans les urines, il y a de l'ammoniac et que cet ammoniac cautérise les plaies superficielles. Et c'est pour ça que cette femme, que je trouvais dégoûtante de se laver les fesses avec ses urines, elle essayait de se sauver la vie. Et j'en ai fait autant. Est-ce que vraiment c'était exact? Est-ce que c'était pas exact? J'avoue franchement, j'ai jamais essayé après de voir si je pouvais me soigner avec les urines. Alors, on est maintenant, au début, quand on rentre dans le camp, on est en quarantaine. Ça veut dire qu'en quarantaine, le travail n'est pas obligatoire. Mais malgré tout, on va quand même vous faire travailler. Seulement, ça sera le hasard. Et naturellement, du fait que ce n'est pas obligatoire, la capo, quand elle vient nous chercher, la capo, c'est celle qui s'occupe de nous pour nous faire travailler. Et bien, quand elle vient nous chercher, comme il n'y a pas de volontaire, elle va nous prendre de force. Et qu'est-ce que c'est que de prendre des forces? C'est de nous frapper. Et les premiers qui nous ont cognés, c'était les capots. Alors, on va travailler. Au début, quand on est en quarantaine, le travail complètement inutile. Inutile en tant que travail, mais pas inutile, parce que c'est là qu'on apprend qu'on est dans un camp de mort, et que si on ne travaille pas, c'est là qu'on va nous mourir, c'est là qu'on va nous frapper. Le camp d'extermination, on l'apprend que c'est là maintenant. Alors au début du travail inutile, qui sert à rien, mais qui nous apprend qu'on n'est pas là pour s'amuser. Le travail, il faut le faire, il a l'air d'être ridicule, mais il faut le faire. Et quand vous avez passé une période de ce travail ridicule, mais où vous avez appris ce que c'était que la discipline, alors maintenant, vous allez aller dans le camp de travail. Alors, le camp de quarantaine, ça s'appelle le lager A, et le camp de travail, ça s'appelle le lager B. Quand vous êtes dans le lager B, en principe, le travail que vous allez avoir à faire, vous allez le faire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sauf si vous avez la chance de rencontrer des connaissances qui ont un travail plus intéressant que le vôtre et qui vont pouvoir vous faire changer de commando. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai quand même toujours travaillé dans ce commando
jusqu'en novembre 44. En novembre 44, je n'ai pas été ce jour-là au travail. Ça aurait pu être ma mort, ça a été ma chance. Tous ceux qui ne sont pas au travail ce jour-là sont rassemblés. Devant nous, il y a un train. C'est un train qui avait amené des Hongroises dans la nuit. Ils vont nous faire prendre ce train et ce train va nous emmener à Bergen-Belsen. En novembre 44, je vais débarquer à Bergen-Belsen. Je ne suis pas toute seule, on est une certaine quantité. Bergen-Belsen, ce n'est plus un camp d'extermination, c'est-à-dire qu'on ne va plus vous tuer, vous allez mourir, mais de votre propre mort. Il y a eu des épidémies de typhus qui ont tué énormément de morts. Il y a des gens qui sont morts de faim, mais pas de chambre à gaz. J'ai eu la chance, en novembre 44, d'arriver à Bergen-Belsen. J'y reste jusqu'en février 45. Et en février 45, des propriétaires d'usines ont besoin de main-d'œuvre. Les Allemands perdent la guerre. Tous ceux qui sont capables de tenir debout avec un fusil sont emmenés sur le front, mais il faut faire travailler les usines. Les usines, c'est l'armement, c'est les avions, donc il faut qu'elles travaillent. Donc ils vont se servir des déportés ou des prisonniers de guerre. On va travailler en usine, et j'avoue franchement que là, si je suis là, c'est grâce à ce travail en usine. Pourquoi ? Parce que là, c'est plus pareil. Le patron de l'usine, il a besoin de nous. Alors, on va être mieux traité, on va être mieux nourri, tout en n'étant pas nourri comme il faut, et ça sera mieux quand même qu'à Birkenau. Je suis en avril 45, l'équipe de jour doit partir au travail, j'en fais partie, l'équipe de nuit en revient, les deux équipes sont bloquées, terminées, il n'y a plus d'usine, on doit partir. Et nous, on va partir en train. Le train va durer, je dis 8 jours, peut-être 6, peut-être 10, je ne m'en souviens pas. On a ce train, ni boisson, aucun seau, ni pour faire ses besoins, ni pour nous désaltérer, ni pour manger. Le train va s'arrêter à tout bout de champ pour laisser passer les trains prioritaires. Pendant ce temps-là, nous, on est laissés sur les voies de garage et on va terminer. Et ça, je ne m'en rappelle pas du tout comment que ça s'est passé. Je suis maintenant dans un camp. Je vais quitter le wagon. Comment j'ai quitté le wagon, je ne m'en rappelle pas. J'arrive dans un endroit. Je suis tout étonnée d'être reçu sans recevoir de coups, sans être injurié. Des personnes sont là, vont les yeux brillants de larmes. Il y a 2 femmes qui vont m'aider, m'emmener vers un bâtiment. Alors là, j'apprends que je suis à Theresienstadt, qui est une usine, une caserne de soldats tchèques. Donc une caserne, il y a de la route, il y a des bâtiments. On va m'aider à monter dans un bâtiment, un étage, 2 étages, je ne m'en souviens pas. On ouvre une porte et des lits. Mais des lits, quand on a été en usine, on en a eu. L'usine, ça a été extraordinaire, ce changement de vie, quand on était à l'usine. Et là, je vois des lits, mais j'en ai déjà eu. Mais là, les lits, il y a des draps. Alors que quand on était au travail à Rangoon, on n'avait pas de drap dans les lits. Mais au moins, on avait un drap, on avait un lit par personne. C'était superbe, on n'a jamais vu ça pendant tout le temps. Donc là, on a des draps. Et pour moi, à Theresienstadt, j'ai pensé que tous les Juifs qui étaient arrêtés et qui arrivaient à Theresienstadt avaient des draps dans leur lit. Parce que Theresienstadt, je l'ai appris, était un camp modèle. Quand la Croix-Rouge voulait voir comment étaient traités les déportés, on leur montrait ce camp de Theresienstadt et il y avait tout un cinéma,
les déportés qui les accueillaient étaient bien habillés, on leur montrait qu'il y avait une salle de musique, qu'il y avait une salle de sport, puis la Croix-Rouge n'essayait pas de gratter pour voir si c'était vrai ou pas vrai. Donc, moi, j'ai toujours cru que Theresienstadt était un camp modèle. Je ne sais pas, moi, je suis libérée, je suis à la maison, 30 ans, 40 ans passent, je suis dans un autobus, il y a quelqu'un en face de moi, on a l'impression qu'on se connaît, mais c'est pas sûr, on essaye, c'était peut-être que tu fais ci, peut-être que ça. Et puis, on tombe sur la déportation. Vous avez peut-être été dans les camps? Ben oui. Vous savez que vous avez. Quand des déportés se rencontrent, c'est pas pour demander alors qu'est-ce que on a souffert, hein, qu'est-ce qu'on a. Mais non, on sait bien qu'on a souffert. Non, on demande souvent où as-tu été libéré? Et moi je dis Theresienstadt. Ben moi aussi. Et du coup j'enchaîne. Tu te rends compte si ça avait de la chance hein, à Theresienstadt. Les déportés avaient des draps dans leur lit. Ça était folle, des draps dans leur lit. Ah bah oui, moi j'y étais. Ah bah oui, mais moi j'y étais aussi. Et je sais qu'on n'avait pas de draps dans leur lit. Ah oui, mais moi j'en ai. Ah oui, mais t'en avais. Pourquoi? Peut-être parce que t'étais malade, t'étais à l'hôpital. Ah bah oui, ça c'est vrai. J'étais malade et je sais pas. Donc moi je suis libérée de Theresienstadt. J'arrive, on apprend à Theresienstadt qu'il y a le dernier camion qui rapatrie les Français va partir l'après-midi. Je suis avec une Française à l'hôpital. On va se retrouver dans ce camion. Il va s'arrêter en route. Là, c'est dans un château. Je me souviens qu'on a pris un drap, pas nous, mais les personnes qui étaient là, qui nous recevaient. Ils ont ouvert cette porte. Il y avait des draps dedans. Ils nous ont une pointe de tissu pour cacher nos crânes rasés, et puis on s'est retrouvés dans le camion le matin. Il nous a déposés à l'aéroport de Pilsen à côté de Prague, et on va atterrir en France à Lyon. À Lyon, je suis dans un centre d'accueil. On ne peut pas rentrer tout seul. On est dans ce centre d'accueil. Il faut répondre aux questions, les questions, il y a plusieurs bureaux, on interroge dans plusieurs bureaux. Si les réponses correspondent, ça veut dire qu'on a vraiment été déporté, mais quelquefois ça ne correspond pas, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas été déporté, on prend la place, on est peut-être des nazis, donc il faut répondre à toutes les questions, et maintenant, ça y est, j'ai répondu aux questions, on a reconnu que j'avais été déporté, et j'arrive à Paris. À Paris, là encore, il faut répondre, et je suis dans ce centre d'accueil à l'hôtel Lutetia. Moi, je veux rentrer à la maison, là encore, on doit répondre, et ça y est, je suis libérée des questions, mais moi, j'avais prévenu mes sœurs, parce que à Lyon, je réponds à des questions, on me dit prévenez vos familles, mais moi, ma famille, pour moi, j'en ai pas. On a tous été arrêtés. Moi, je ne les ai jamais vus à Birkenau, alors je pense que tout le monde a été arrêté, ils n'ont pas eu ma chance. Et à Lyon, quand on attendait moi, à Lyon, je suis malade. Je ne peux pas aller à Paris, je ne peux pas aller à Avignon. Qu'est-ce que je vais y faire? Il n'y a personne. Alors, je n'ai pas la force d'aller à droite ou à gauche. Donc, on me dit, c'est l'hôpital, je suis d'accord. Donc, j'attends à Lyon qu'on vienne me chercher pour m'emmener dans un lit, dans un hôpital. Les gens venaient nous voir, des photos, avec des cadeaux. Une dame s'approche de moi, je pense qu'elle va me donner quelque chose ou elle va me montrer une photo. Ben, ni l'un ni l'autre. Elle s'approche de moi, elle me regarde, mais t'es une fille Charkaski, toi? Ben oui, je me rappelle encore de mon nom, oui. Et elle m'apprend, ma mère, mes sœurs n'ont pas été arrêtées, et même on a récupéré l'appartement que nous avions à Paris.
je sais que ma mère est vivante, je sais que mes soeurs sont vivantes, je sais qu'on a l'appartement, je prends un train. À l'époque, il fallait toute une nuit pour aller de Lyon à Paris. Le matin, je suis à Paris, mais vous vous rappelez que je vous l'ai dit, je n'ai pas le droit d'aller directement chez moi, je vais à l'hôtel du Tessia. Là, ça y est, maintenant, j'ai répondu aux questions. Il y a un autobus qui nous emmène dans les quartiers où on veut aller. Je suis dedans, je m'arrête au coin de ma rue. Ah, elle ne s'appelle plus la rue d'Angoulême, elle s'appelle la rue Jean-Pierre Timbaud. Je descends la rue Jean-Pierre Timbaud, je reconnais mon immeuble. À l'époque, il n'y avait pas besoin de code pour rentrer dans les potes cochères, elles étaient toujours ouvertes. Je rentre, la concierge, c'était celle qui était là il y a 3 ans, elle est dans la cour, elle me voit, elle me prend pour mon frère. Ah, Gilbert! Eh bien non, c'est pas Gilbert, je suis Ginette. Oui, mais pourquoi qu'elle me prend pour Gilbert? Parce que j'ai plus de cheveux. Sur le dos, je ne sais pas pourquoi, on m'a mis une veste de soldat et je suis en tenue d'hôpital. Comme je suis partie de Prague, j'étais à l'hôpital, eh bien, voilà. Donc, elle me prend pour un garçon. Non, je ne suis pas Gilbert, je suis Ginette. Elle m'a dit, ta mère est là-haut. Je monte, c'est ma mère qui m'ouvre la porte, on est dans les bras l'une de l'autre. Je me rappelle que dans le fond de la pièce, il y a un canapé. Elle m'aide à marcher jusqu'au canapé. Et qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Demain matin, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Papa, Gilbert, vous vous rappelez, en arrivant, je les ai fait monter sur les camions et ils ont été brûlés et gazés tout de suite. On va lui donner des nouvelles de personnes qui n'ont même pas été vivantes 48 heures dans le camp, c'est pas possible. Elle va le croire. Elle va s'imaginer que d'une minute à l'autre, ils vont arriver. Comme j'ai été dans un endroit où les sentiments, il n'y en a plus. Mais non, maman, tu n'auras jamais de nouvelles de papa et Gilbert. Ils ont été gazés, on a brûlé leur corps. Qu'est-ce qui a fait mal à ma mère? Gazé, brûlé, ce n'est pas des termes à l'époque, jamais on prononçait des mots comme ça pour un enterrement. Les gens, il y avait un enterrement, c'était dans la terre. Maintenant, c'est différent. Maintenant, on peut choisir la crémation si on veut, mais pas à mon époque. Donc, qu'est-ce que maman a compris, gazé, brûlé, je ne sais pas. Mais elle l'a appris en tout cas brutalement. Et jamais je n'ai eu de remords d'avoir appris à ma mère aussi méchamment qu'elle ne reverrait plus son mari ni son fils. Et ma mère ne m'a jamais fait de reproches non plus. Pendant 8 ans, on a vécu ensemble, jamais, ni elle ni moi, on a parlé de ce moment-là. Moi, de toute façon, moi j'avais pas de remords. Hein. Moi, au contraire, j'avais rendu service à ma mère. Et puis ma mère décède, et puis 1 an après, je rencontre un jeune homme, on se marie. 1 an après, on a un enfant, et c'est quand j'ai eu mon fils dans les bras, c'est là que le remords m'est tombé dessus. Et c'était trop tard. Bon, eh bien, je vous ai raconté mon histoire. J'attends vos questions. Ah non, n'applaudissez pas, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas... Non, simplement, maintenant, j'attends vos questions. Alors, aucune question n'est ridicule. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Qu'est-ce qui vous a permis de vous relever après tout ça et d'être celle que vous êtes aujourd'hui Attention, n'oubliez pas que je suis très sourde. N'oubliez pas que vous ne racontez pas un roman. Vos questions doivent être très courtes. Vos questions doivent être courtes et brèves. Et votre professeur, oui, c'est un professeur, oui. C'est lui qui va me traduire parce que je suis très sourde. Qu'est-ce qui vous a permis de vous relever après tout ça et d'être celle que vous êtes aujourd'hui, de ne pas tomber dans la dépression? D'abord parce que ce mot-là n'existait pas. On ne savait pas ce que c'était une dépression. On disait qu'on avait une mauvaise morale. Mais moi, je n'avais pas à tomber en dépression puisque j'avais retrouvé ma mère et mes sœurs. Donc, je peux dire que je n'ai pas eu une seule seconde. Au contraire,
j'étais très très heureuse de les voir vivants, puisque je les croyais tous arrêtés et peut-être morts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, vas-y, Elia, je traduis. Est-ce que après tout ça, vous avez continué à garder la foi, à garder espoir? Je n'ai pas compris la question. Après tout ça, Après toutes ces épreuves, est-ce que vous avez quand même gardé la foi? ben la foi, j'en ai jamais eu. Hein. Parce que quand on a la foi, c'est parce qu'on est religieux. Moi, je n'ai jamais été religieux. Je ne vais pas dire parler là-dessus sur la religion. Chacun fait ce qu'il veut, chacun comprend ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas contre la religion. C'est peut-être de la chance, ceux qui sont religieux. Moi, je ne le suis pas. D'autres questions? Vas-y. Est-ce que vous avez été. Est-ce que des collaborateurs au régime nazi vous ont insulté, frappé dans la rue avant d'être emmenés dans un camp? Ben, naturellement, quand on a été arrêtés, ils ne nous ont pas fait des caresses. Hein. Les nazis haïssaient les juifs. Alors quand on hait, malheureusement, quand on hait quelqu'un, tout est bon pour le détester et pour le faire souffrir. C'est pour ça d'ailleurs maintenant que j'espère qu'aucun de vous n'a ce sentiment de haine envers quelqu'un. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner? Le hasard. Le hasard, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Union des déportés d'Auschwitz. Moi, j'ai toujours payé ma cotisation le jour où elle a été créée, cette association, mais jamais je m'en suis occupée. Moi, je travaillais, j'avais eu la chance de retrouver ma famille et la liberté, donc la déportation, c'était fini. Et puis j'ai travaillé, et puis j'ai été à la retraite, j'étais avec mon mari, on a profité tous les deux de la retraite en faisant des voyages, et puis mon mari, malheureusement, est décédé avant moi, et du coup, j'étais un petit peu inactive, et mon association, j'ai commencé à la fréquenter. Et tous les jeudis, on se retrouvait entre déportés à un petit gâteau, à discuter le coup. Souvent, ces déportés qui se retrouvaient avaient été dans la même usine. Donc ça les rassemblait. Mais moi, je n'ai pas été à l'usine. Moi, j'ai travaillé, ça s'appelle le Haus Kommando, et il n'y avait pas beaucoup de personnes du Haus Kommando se retrouvaient dans cette réunion. Mais moi, je les ai fréquentés, j'ai sympathisé avec eux, et puis le président de mon association emmenait quelques déportés de ce groupe pour accompagner les élèves qu'il emmenait en Pologne. Tous les ans, c'est tout le temps, de novembre jusqu'à avril, il amenait des groupes d'élèves, et avec ces quelques déportés. Et puis un jour, il y en a une qui est malade. Les déportés, il en ramenait 4, parce qu'il y avait 4 camions, 4 cars, et donc il voulait qu'il y ait un déporté ou une déportée par car qui raconte son histoire, et elle la racontait entre le camp et l'aéroport, ou entre l'aéroport et le camp. Et il y en a une qui est tombée malade, il n'a pas le temps de remplacer, il n'a personne, et il me voit depuis quelque temps fréquenter l'association régulièrement. Du coup, il me demande si j'accepterais d'y aller. Oh non, moi je ne veux pas aller là-bas, je n'ai pas besoin. Me remémorer tout ça, non, t'es bien gentil, mais moi j'y vais pas. Et puis, il me dit, je ne peux pas t'obliger. C'est vrai que ça m'aurait rendu service. Ah, alors là, c'est autre chose. Pour lui rendre service, j'ai accepté d'y aller. Et je n'ai jamais regretté, parce que c'est vrai, c'est ça, depuis cette période-là. Et cette période-là, je la situe un petit peu, quand il y a eu le film de la liste de Schindler. C'est à peu près cette période-là que j'ai commencé
à raconter mon histoire un peu partout dans les écoles. Et j'avais quand même commencé à accompagner des groupes déjà un petit peu avant. Mais bien longtemps après. Parce que tout le temps que j'ai travaillé, pendant plus de 50 ans, jamais, j'aurais cru même que j'aurais pu y retourner. Et donc, vous avez été contacté par l'association créée par Steven Spielberg pour la liste de Schindler? Non, j'ai pas du tout été contacté. Ah ben oui, non, ceux qui faisaient Spielberg, qui a fait ce film, il a gagné beaucoup d'argent avec ce film, mais il n'a pas voulu le garder pour lui. Il a créé une fondation, la fondation Spielberg, qui a cherché des jeunes cinéastes qui pourraient contacter les déportés survivants qui voudraient parler. Il les a contactés pour qu'ils puissent interroger ces déportés, qu'ils puissent les enregistrer pour en faire pour garder des souvenirs avec leur enregistrement. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui m'a raconté est-ce que Spielberg et puis venir recevoir vos souvenirs. Mais non, moi j'ai pas de souvenirs. Moi cette histoire elle est très très lointaine. J'ai pas envie non plus d'avoir des souvenirs. Non, c'est pas la peine. Ne vous dérangez pas. J'aurais rien à vous dire. Et il insiste. Et à la fin j'en ai marre. J'en ai marre de voir que lui insiste et que moi je ne veux pas. Eh bien, si vous voulez, si vous avez du temps à perdre, vous avez qu'à venir. Et il est venu, et je ne sais pas comment il s'est débrouillé,